Bonjour à tous. Toujours à la peine, où en est cette industrie du jeu vidéo? On fait le point aujourd'hui. Ce sera le grand rendez-vous Game Business dans Smartech à la une. On aura aussi également un rendez-vous avec le règlement européen sur le numérique. On va voir comment ce paquet digital pèse lourd. Mais d'abord, 3 questions sur l'accélération de projets IA. C'est tout de suite en ouverture de Smartech. Bonjour Raphaël Vienne. Bonjour. Bienvenue dans Smartech. Vous êtes le responsable de la programmation IA chez Datacraft. Alors, Datacraft, c'est un club qui rassemble des data scientists pour faire émerger des idées, des projets autour de la data et de l'intelligence artificielle et donc accélérer sur tous ces projets. Datacraft vient d'adhérer, j'ai vu, au collectif européen The AI Alliance. Ça va être le premier membre français à en faire partie. Qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de rejoindre cette alliance et qu'allez-vous y proposer? En fait, les Alliances, c'est un collectif même plutôt international. C'est un collectif qui s'axe autour de grands principes, deux que je discerne le plus, qui sont l'IA en source ouverte, donc pour qu'elle soit le plus accessible, et l'IA de confiance. C'est une organisation qui a été fondée en fait par 2 membres fondateurs, IBM et Meta. Et donc nous, on voulait rejoindre en fait ce groupe de travail pour le plus possible contribuer, notamment dans l'un des groupes de travail qui s'appelle compétences et éducation. Okay. Donc qui retrace beaucoup ce qu'on fait chez Datacraft. On a voulu contribuer pour qu'en fait avoir un impact plus fort que juste celui qu'on a actuellement. Donc sortir des frontières nationales finalement. Il y a aujourd'hui cette question, vous l'avez abordée, de la confiance dans l'IA. Comment est-ce qu'on crée de la confiance? Alors, il y a Parce qu'on a un sujet sur l'explicabilité quand même aujourd'hui qui n'est pas résolu. Tout à fait. Nous, il y a beaucoup de manières par lesquelles on crée la confiance. En fait, la confiance, elle peut se créer dans la conception. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour les ingénieurs, des méthodes, des bonnes pratiques. Nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place chez Datacraft dans nos ateliers. Donc, éduquer aux bonnes pratiques pour ceux qui les développent. Et ensuite, il y a une confiance qui se crée avec le public, avec les usagers. Et donc, là, on est vraiment sur en fait, de la vulgarisation, bien comprendre les outils qu'on utilise. Et c'est aussi ce qu'on fait. Nous, on essaye de fédérer un écosystème complet, à la fois les développeurs qui développent ces IA et les usagers. Et donc, ça prend toute forme d'organisation, entreprise, université, etc. Donc, à défaut d'explicabilité totale des algorithmes, déjà expliquer ce qu'il y a derrière ces logiciels. Comment est-ce qu'on accélère dans l'IA? Parce que c'est quand même pour ça que je vous ai invité. J'essaye de comprendre comment on fait émerger ces projets data. Alors nous, on a pensé un modèle de club assez unique qui consiste en fait à rassembler toutes les personnes qui peuvent constituer cet écosystème autour d'ateliers. En fait, nos ateliers, notre modèle est inspiré de ce qu'on appelle le compagnonnage, qui vient en fait plutôt des métiers artisanaux. Et l'idée, c'est qu'en fait, chacun a sa petite expertise, son petit savoir. On essaye de rassembler les experts qui viennent d'entreprises, d'universités, les étudiants, etc., autour de sujets, donc ateliers pratiques, pour qu'ils puissent échanger entre pairs sur les bonnes pratiques. Il y a quand même cette question aujourd'hui de la productivité qui ressort de l'utilisation de l'IA, de l'automatisation des tâches. On en est où sur ce point-là? Est-ce que c'est un point bloquant aujourd'hui pour faire accélérer les projets IA dans l'entreprise? Nous, ce qu'on observe au sein de notre écosystème, qui est composé de beaucoup d'entreprises, et donc on a une vue aussi assez globale, c'est qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a quand même encore des soucis de fiabilité, à la fois sur le plan technique, mais également la confiance des usagers, pour qu'on puisse faire confiance à un modèle qui serait 100% autonome. Donc, sur des petits cas précis, on peut y être, mais on est loin de l'aspect très général. Et c'est un frein aujourd'hui pour l'accélération de l'IA en entreprise? Enfin, pour les décideurs, du coup, j'imagine que c'est une question qui se pose. Pas vraiment, de mon point de vue, parce que en fait, les décideurs ne sont pas toujours dans une logique de on va essayer de remplacer tout le monde. Okay. Je pense qu'ils sont davantage dans une logique de comment on peut mieux faire, comment on peut faire un peu plus rapide, etc. Donc, on n'est pas forcément dans une logique d'opposition, mais plus de complémentarité. Quels sont les secteurs qui accélèrent le plus? Parce que j'ai vu que vous étiez enseignant en machine learning à Paris Dauphine, dans le cadre d'un master spécialisé sur les marchés financiers. Est-ce que c'est le secteur vraiment aujourd'hui, vous diriez, qui est en pointe, ou en tout cas en grosse accélération sur le sujet de l'IA? Vous avez aussi travaillé dans le secteur de la santé. La santé, c'est peut-être le domaine dans lequel l'IA fait le moins polémique, où on voit tout de suite les effets bénéfiques. C'est difficile à dire parce qu'on a en fait un domaine qui est extrêmement transversal.
Nous, ce qu'on voit, c'est que dans nos membres, les entreprises qui travaillent avec nous, il y a de tous les domaines. On a de la défense, de la santé, de l'assurance, le milieu bancaire, financier, les marchés, etc. Donc on a un écosystème extrêmement varié. Jusqu'à maintenant, j'ai rarement vu un domaine où l'IA ne s'appliquait pas. Et donc, voilà, c'est difficile de vous dire dans lequel ça accélère le plus parce qu'on voit des accélérations assez importantes dans tous les domaines. Et vous venez de lancer un escape game, Datacraft. Tout à fait. On l'a baptisé le défi IAGEN dans Paris. Ouais. C'est un jeu de piste, en fait, qu'on fait en équipe et dans lequel on va résoudre des énigmes en utilisant l'IA générative. Voilà. L'objectif, comment on participe? Nous, on adore les escape games. Ah, super. Enfin, moi, en tout cas. Comment on participe? En fait, contactez-nous, et on vous organisera une partie. Comment ça se passe? En fait, on constitue plusieurs équipes et les équipes vont évoluer en plein air dans Paris à travers, donc vous allez avoir l'occasion de revoir ou voir beaucoup de monuments parisiens et également d'entrer en contact avec notre jeu qui fait revivre pas mal de personnages historiques. Voilà, et vous familiariser du coup avec énormément de cas pratiques. C'est en ce moment? En ce moment, en fait, on a commencé à le commercialiser. À terme, en fait, on aimerait l'ouvrir au plus grand nombre, c'est-à-dire au grand public, que n'importe qui puisse le faire en autonomie le week-end avec les enfants, par exemple. Ouais, ce serait chouette. Voilà, ça c'est notre objectif à terme. Bon, on continue à parler de jeux puisque ça va être notre grand rendez-vous Game Business aujourd'hui dans Smart Tech. Merci beaucoup Raphaël Vienne d'avoir été avec nous. Vous êtes, je le rappelle, responsable de la programmation chez Datacraft. Grand rendez-vous Game Business, donc aujourd'hui dans Smart Tech avec Guillaume Monteux. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Je rappelle que vous êtes le président de Gatsby, qui est une société spécialisée dans l'in-game advertising. Vous chroniquez pour nous toute cette industrie du jeu vidéo, toutes ces transformations. Alors justement, on va en parler, faire peut-être déjà un point d'état général sur l'industrie du jeu. Oui, parce que depuis quelques mois, les gens viennent et me disent l'industrie du jeu vidéo va mal, l'industrie du jeu vidéo est compliquée, ils parlent même de crise. Alors, c'est pas mon analyse et donc je voulais partager ça avec vous ce matin. Ah oui, mais je les comprends parce que moi j'ai la même idée en tête, alors donc pas vous. Et forcément, parce que ce sentiment, il est quand même assis sur des faits qui sont réels, à commencer par le fait que beaucoup de grands studios ont annoncé des décalages dans la mise à disposition, dans les ventes de ces jeux. On pense notamment à Assassin's Creed Shadow, de notre fleuron national Ubisoft, qui a été décalé de octobre 2024 à février 2025. Donc forcément, quand on rate les ventes pendant Noël, les actionnaires ne sont pas contents, parce qu'évidemment, il y a moins de revenus sur l'année 2024 et moins de marge. Les joueurs sont moins contents, et les joueurs le font savoir sur les réseaux sociaux. Ils sont très sévères sur le studio de jeu. Ils sont très sévères sur le jeu en lui-même. Donc là aussi, on peut se dire qu'il y aura moins de ventes, même en février 2025. Et donc tout ça concourt à l'idée que l'industrie va mal. Mais les retards dans le jeu vidéo, ils ont, j'ai envie de dire, toujours existé. On se souvient peut-être de Halo Infinite, qui a fait que Halo est Halo aujourd'hui, qui devait sortir à Noël 2020, qui est sorti Noël 2021 et qui a été un carton. Harry Potter Hogwarts, qui devait sortir en octobre 2022, qui est sorti en février 2023 et qui a été un carton. Donc j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas vraiment un indicateur Donc vous balayez cet argument? Oui, je balaye complètement cet argument. Pas d'autres arguments à balayer? Oh, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, justement, sur cette fausse impression de crise. En tout cas, vous relativisez les turbulences, alors. Oui, enfin, encore une fois, c'est quand même assis sur quelque chose. Et cette crise, elle est aussi motivée par le fait que, non seulement il y a des retards dans la mise à disposition des jeux, mais aussi les studios de jeux ont annoncé énormément de licenciements. On parle de 30 000 licenciements en 2024 dans le monde. Juste à titre de comparaison, en France, le secteur emploie 30 000 personnes. Donc, c'est beaucoup. Mais, comment dirais-je, pour moi, cette correction, qui encore une fois est une vraie correction, n'est pas un signe, si vous voulez, de la mauvaise santé de l'industrie, parce que toutes ces sociétés-là, et notamment les game studios, ont été valorisées à des niveaux extraordinaires. On se rappelle qu'Activision a été acheté par Microsoft à 20 fois les EBITDA. On se rappelle que Playdeemic, qui fait un seul jeu, Golf Clash, a été acheté pour 1,4 milliard de dollars par Electronic Arts. Donc évidemment, quand les sociétés, les jeux, les studios de jeux ont des valorisations aussi énormes, ils se disent, mais voilà, je peux embaucher, je peux faire ce que je veux, je peux créer des nouvelles entités à droite, à gauche.
Et en fait, non. Oui. Quand le marché revient à raison, les actionnaires demandent au patron d'être plus regardant, d'être plus productif, et donc de réajuster le masse salarial. Donc retour à la réalité, vous nous dites qu'il faut relativiser toutes ces turbulences. Oui, c'est ça, en fait. Le marché continue de progresser. Le marché continue de progresser. Il y a, en fait, une période de turbulence, mais en fait, cette période de turbulence, en fait, qu'est-ce qu'elle note ? Elle note, en fait, une véritable transformation de l'industrie. Peut-être pas forcément dans la partie hardware, où là, on a Nintendo, Sony et Microsoft qui se battent aujourd'hui comme ils se sont battus durant ces 20-30 dernières années, mais dans le secteur des développeurs de jeux et des studios de jeux, oui, on a une industrie qui se transforme, et comme dans toute transformation, il y a les gens, certaines personnes qui y voient des opportunités et d'autres qui y voient des dangers, notamment les personnes qui ont vécu l'effondrement de l'industrie du disque, l'effondrement de l'industrie aussi cinématographique. Donc toutes ces personnes-là doutent, d'autres espèrent, et donc on a quand même un match qui est assez intéressant. Et alors quelles sont ces transformations-là auxquelles vous faites référence ? Alors il y en a un certain nombre. D'abord, il y a une transformation au niveau des business models, notamment je parle là des studios de jeux, des business models. Il y a encore, on va dire, une dizaine d'années, le schéma de vente des jeux vidéo, il était simple. Il y avait un prix dessus et les studios de jeux devaient trouver un réseau de revendeurs pour le vendre partout dans le monde. Et c'était ça qui était compliqué, de négocier une commission, des marges avant, des marges arrière, c'était le bon prix au jeu. Est-ce que c'est 70 €, 40 €? Là aussi, on voit que Nintendo et ses concurrents ont eu des stratégies de prix différents. Bon, mais on avait un schéma, j'ai envie de dire, de vente qui était relativement simple. Un prix, un jeu. Aujourd'hui, on vient sur des schémas on va dire, de business qui sont beaucoup plus compliqués. Et je fais référence notamment au Game as a Service, c'est-à-dire aux jeux qui ne vous appartiennent plus, mais auxquels vous vous abonnez. Oui. Bon. Et ça, c'est un peu compliqué. Ça a des implications partout. Ça a des implications dans la conception même du jeu, parce que quand vous achetez un jeu, vous avez 100% de son contenu qui est disponible au moment où vous l'achetez. Quand c'est un jeu auquel vous vous abonnez, en fait, le contenu, il est feuilletonné. Donc les équipes, dans le premier cas, quand le jeu sort, ils vont sur un autre projet. Dans le second cas, quand c'est un jeu par abonnement, les équipes restent sur le jeu et continuent à produire pour le même jeu des éléments pour les joueurs. De la même manière, un jeu qui se vend 70 €, si l'abonnement coûte 10 €, on va dire, par mois, il faut que la personne, pour un chiffre d'affaires équivalent, reste au moins 7 mois abonné. Ce qui est quand même long, parce que la durée de vie d'un jeu, c'est 20, 30, 35 heures. Oui. Donc, voilà. Donc il y a quand même des choix assez structurants à faire pour les studios de jeux quand on business model, et les deux, on va dire, business model ne peuvent pas coexister. On ne peut pas avoir un jeu par abonnement sur PlayStation et un jeu par vente sur Microsoft. Ça, c'est juste inconcevable d'un point de vue du joueur. Et ce choix-là, il est tellement structurant que, par exemple, si je prends l'exemple de Fortnite, qui est l'exemple parfait du Game as a Service, Fortnite, au départ, ça devait être un jeu qui devait être vendu et qui n'intéressait rigoureusement personne. Il devait tomber aux oubliettes, ce jeu-là. Jusqu'à ce qu'on y apporte le Battle Royale, jusqu'à ce qu'on le pense en tant que jeu, en tant que service, c'est-à-dire que les gens peuvent jouer gratuitement ou s'abonner pour y jouer. Bon. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on va s'abonner à un jeu auquel on peut jouer aussi gratuitement ? Eh bien, c'est là la force du jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo, les joueurs sont très engagés. Et ils ont envie toujours d'en avoir plus. Même si c'est du cosmétique, même si, entre guillemets, d'un point de vue du skill, ça ne sert à rien, ils vont quand même payer. Fortnite, c'est 5 milliards de dollars par an. Si on fait un équivalent, ça veut dire que si Epic, qui est l'éditeur du jeu Fortnite, aurait voulu avoir autant de revenus dans un modèle de vente, ça veut dire qu'ils auraient dû vendre 100 000 exemplaires de Fortnite par an. Juste à titre de comparaison, Animal Crossing, qui est un carton chez Nintendo, c'est 40 millions de ventes. Zelda, c'est 45 millions de ventes. Donc, les 100 000, je ne suis pas sûr qu'ils les auraient fait. Donc vous voyez que le business model, il est totalement structurant pour les game studios, et le game studio peut aller au tapis s'il se trompe de business model. Mais dans le business model, vous avez forcément me parlé à un moment de la pub, des marques dans les jeux vidéo, puisque c'est quand même un peu votre domaine.
Alors oui, alors moi, oui. Ça fait partie des revenus. Absolument. Alors là, moi, ma société est effectivement spécialisée dans la publicité dans les jeux vidéo, mais alors sur un format qui est tout à fait nouveau, c'est un format qui est non intrusif. Mais sans même parler de ça, aujourd'hui, la publicité dans les jeux vidéo rapporte 32 milliards de dollars aux studios de jeux. 32 milliards de dollars par les éditeurs. Et ça a deux vertus. Un, c'est des revenus qui sont garantis avant même la sortie du jeu, soit par l'annonceur, soit, j'ai envie de dire, par ceux qui prévoient les revenus, si ces revenus sont, entre guillemets, récurrents. Et le deuxième avantage des revenus publicitaires, c'est qu'ils sont totalement complémentaires au business model dont on a parlé avant. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que la publicité, on ne peut pas la mettre dans des jeux comme Zelda, on ne peut pas la mettre dans des jeux comme Skyrim, enfin des jeux qui s'y prêtent pas du tout. Ça n'a aucun sens de penser même au business model par jeu vidéo, par publicité. Et puis, quand on achète un jeu vidéo à 70 €, en vrai, il faut quand même qu'il y ait une vraie contrepartie à la publicité pour que ça soit correctement accepté par les joueurs, soit un réalisme particulier, soit voilà, quelque chose. C'est pour ça que la publicité dans les AAA s'est fait avec beaucoup de précautions. En revanche, dans les mobiles, où là les jeux sont gratuits, la contrepartie elle est évidente. Et là, la publicité, là, on est inondé. Inondé. Et est-ce que vous connaissez la société qui s'appelle Applovin? Pas vraiment. Et ben voilà, donc la société qui s'appelle Applovin est la société vraiment numéro 1 dans le domaine de la publicité dans les jeux vidéo. C'est elle qui vous propose toutes les bannières, vous savez, qui sont en bas des jeux vidéo, tous les interstitiels qui popent un peu à votre figure, tous les rewarded vidéos. Mais donc les choses qu'on n'aime pas vraiment, mais auxquelles bon, qu'on supporte un peu parce que le jeu est gratuit. Cette société-là, Delphine, elle pèse 100 milliards de dollars en bourse. C'est sa capitalisation boursière. C'est plus que le Crédit Agricole, que Publicis, que Orange réunis. Personne ne la connaît. Ouais. Et je prends un jeu, un exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu Monopoly de l'éditeur Scopely sur votre petit. Vous savez combien il rapporte à Scopely par an? 3 milliards de dollars. Donc vous voyez, la publicité... C'est un super Monopoly, hein. Très belle partie. C'est un super Monopoly. Alors, vous avez évoqué comme transformation les business models. Il y en a d'autres dans l'industrie, là, oui, alors il y a la mondialisation. Et c'est ça aussi le troisième aspect qui fait un peu peur, j'ai envie de dire, à ceux qui ne font qu'observer l'industrie, c'est que les joueurs sont toujours plus exigeants, donc ils veulent une histoire parfaite, ils veulent des graphismes parfaits, ils veulent un gameplay parfait. Donc pour ça, il faut énormément de personnes. On se rappelle, Zelda, je vous avais déjà dit que c'était plus de 3000 personnes qui travaillaient sur ce jeu-là. FIFA, c'est 900 personnes qui travaillent en continu, si vous voulez, sur les FIFA. Maintenant, FC chez Electronic Arts. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la masse salariale pour la production d'un jeu est juste fondamentale. Et qu'est-ce qu'on voit arriver? Des pays à bas coût de masse salariale qui viennent sur le secteur du jeu vidéo, mais big time, à l'image d'un studio qui s'appelle Game Science, que personne ne connaissait, qui a sorti un jeu Black Myth Wukong, qui est juste un jeu qui est magnifique, au top des charts, et qui a été produit pour pas grand-chose. Évidemment, il a été produit en Chine, dans des conditions qu'on imagine un peu compliquées, et qui viennent concurrencer des Electronic Arts, qui produisent aussi dans des pays, on va dire, occidentaux, ou même aux États-Unis. Là, les studios de jeux, effectivement, vont devoir repenser la manière dont ils vont produire leurs jeux. Ok, autre transformation? Oui, la dernière chose qui, pour moi, est un sujet d'attention pour les game studios, c'est ce qu'on appelle la bataille de l'attention. Votre journée, ma journée, on fait 14 heures, on est sollicité par peut-être plus pour vous, bref, on est sollicité par des services de divertissement dans tous les sens, Apple, Canal, Prime Video, Netflix, HBO, et le jeu vidéo vient en compétition avec le temps qui nous est sollicité par tous ces services. Et les réseaux sociaux, non, pardon. Les réseaux sociaux, enfin, il y a énormément, et il y en a de plus en plus des services qui viennent nous solliciter. Donc aujourd'hui, Newzoo a mesuré environ à 10 heures par semaine le temps de jeu moyen, on va dire, d'un joueur. Donc on est très en deçà encore de la télévision linéaire, mais le temps de télévision linéaire diminue, là où le temps passé à jouer augmente. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle
mais un centre d'attention pour les éditeurs, parce qu'encore une fois, la concurrence de l'attention va être de plus en plus compliquée. Vous vouliez terminer sur une note amusante, je crois. Oui. Alors, vous en riez d'avance. Oui, parce que moi, je suis fan, comme beaucoup, de Donjons et Dragons. Et dans le Donjon et Dragon, il y a une personne qui est un pape absolu, c'est Gary Gygax, donc qui a écrit toutes les règles, si vous voulez, qui encadrent Donjons et Dragons. Et chez Hasbro, il y a une personne qui a critiqué la manière dont les règles ont été écrites, mais elles ont été écrites il y a 25 ans, 30 ans. En disant que, voilà, on ne parle pas de race, mais il faut parler d'espèces, que c'est très genré, que c'est pas bien, qu'il faut écrire tout ça, etc. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre Hasbro et Donjons et Dragons. En fait, Hasbro a racheté les droits de Donjons et Dragons. Bon. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est business as usual. Sauf que ce qui est drôle, c'est que Elon Musk est un très gros joueur, ça on le sait. Il a des records sur Diablo 4, il est fan de la licence Baldur's Gate, qui sont des jeux de Donjons et Dragons. Et donc, il a eu un petit fight sur Twitter. Parce que alors lui, il n'est pas vraiment woke, Elon Musk, hein, il est plutôt anti-woke. Ah, il est complètement anti-woke. Ouais. Et il a eu un petit fight avec cette personne-là, publique sur Twitter, et son dernier tweet... c'est en disant qu'évidemment il n'était pas d'accord, et son dernier tweet à la personne c'est « How much is Hasbro ?» Donc peut-être qu'on va passer d'un Elon Musk joueur à un Elon Musk producteur de jeux vidéo. Ce serait rigolo. C'est toujours sa dernière carte à jouer. Bon, il nous reste 1 minute pour dire peut-être un mot dans le secteur des consoles. Oui, alors dans les consoles, écoutez, on a un PlayStation qui est en train de fêter ses 30 ans d'existence. 30 ans durant lesquels ils ont écrasé la Xbox de Microsoft. Là aussi, ils sont quand même très forts chez PlayStation. La PlayStation Pro qui laisse place à la PlayStation 5. Vous savez quelle était d'ailleurs la PlayStation la plus vendue ? Non, dites-moi. C'est la PlayStation 2. C'est ni la 1 ni la dernière, c'est la PlayStation 2 parce qu'elle est sortie en l'an 2000. Elle avait été annoncée comme étant plus puissante qu'un ordinateur personnel connecté, donc ce qui était à l'époque était extraordinaire. En fait, c'était pas vrai du tout. C'est pour montrer à quel point les gens de Sony sont forts en marketing. 160 millions d'unités vendues. Franchement, on peut leur dire bon anniversaire à Sony. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Guillaume. Guillaume Monteux, président de Gatsby, je le rappelle, qui nous chronique cette industrie du jeu très régulièrement dans Smart Tech. À suivre, on va parler du droit et on va voir comment le paquet digital peut peser lourd. On termine cette édition avec un regard juridique, celui de Carole Chartier-Djelaïbia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes juriste, membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Alors, Carole, aujourd'hui, vous nous proposez un tour d'horizon en fait, de toutes ces réglementations européennes dans le domaine du numérique. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a eu un temps où on semblait qu'il ne se passait rien dans ce domaine. C'était assez vide. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus chargé. Oui, vous avez certainement entendu parler. Enfin, je crois qu'on a tous entendu ces noms-là qu'on désigne la plupart du temps par leurs noms anglais, en fait, le Digital Market Act, le Digital Service Act, le Data Act, le Data Governance Act, l'IA Act, le Cyber Resilience Act, et je crois que j'en oublie. Donc autant d'actes dont on n'est pas sûr que toutes les entreprises aient pris acte. Et donc tous ces textes, ils découlent de la stratégie européenne en matière de données qui a été annoncée par la Commission européenne en février 2020. Et donc qui vise à établir un marché unique en fait de la donnée, donc faciliter le partage, l'accès déjà, le partage, l'échange, la circulation des données, et puis toujours bien entendu conformément à nos valeurs et dans la protection, avec le souci de la protection du citoyen. Donc on n'est plus vraiment dans la même chose qu'avec le RGPD où ça visait vraiment à juste protéger les libertés fondamentales. Enfin juste, c'est déjà beaucoup, mais à protéger les libertés fondamentales des citoyens européens. Là, on est vraiment sur la donnée en tant que telle, pas seulement la donnée personnelle. Et puis, le but à plus long terme, c'est d'essayer de garantir une souveraineté européenne en matière de données, à horizon 2030.
Allez, on y croit. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail quand même de chaque texte, parce qu'on le fait régulièrement aussi dans cette émission. Est-ce que vous pouvez simplement nous résumer ce paquet digital, son objectif ? Alors je pense qu'on peut à peu près le résumer en 4 grands axes. Tout d'abord, c'est garantir un marché numérique ouvert et équitable. Pour ça, il y a le Digital Market Act, je vais vous donner le nom en français quand même, donc c'est le règlement sur les marchés numériques, qui lui vise à réglementer les grandes plateformes en fait. Après, on veut aussi créer pour les citoyens un environnement en ligne plus sûr. Donc ça, c'est le Digital Service Act, donc le règlement sur les services numériques, qui lui vise plutôt à lutter contre les contenus illégaux. Donc ça, c'est pour le premier acte. Après, le second, ça va être plutôt favoriser la libre circulation et la libre concurrence des données sur le marché européen. Donc là, eh bien, il y a par exemple le Data Governance Act, donc le règlement sur la gouvernance des données, qui, lui, instaure par exemple des titres d'intermédiaires de données, des types d'intermédiaires de données, pardon. Donc, comme par exemple le fournisseur de services d'intermédiation de données, qui est un nouveau type. Donc, c'est des entreprises qui peuvent se proclamer, on va dire, sur la base du volontariat, fournisseurs de services d'intermédiation de données, mais pour faciliter la circulation. Et puis, le Data Act, lui, il encourage vraiment l'échange des données. C'est vraiment pour créer un environnement de partage pour que les données soient utilisées de façon équitable et sécurisée. Donc ça, c'est pour le deuxième volet. Le troisième volet, c'est vraiment, on va dire, je pense que c'est principalement l'IA Act qui vise vraiment à faire en sorte que les technologies qu'on utilise, et principalement l'IA, soient équitables, fiables pour tout le monde. La confiance, créer la confiance. Exactement, ouais. c'est vraiment ça. Et puis le dernier point qui rejoint aussi la confiance, c'est la sécurité. Donc sécuriser le cycle de vie de la donnée de bout en bout. Donc pour ça, il y a par exemple le Cyber Security Resilience Act, donc le règlement sur la cyber-résilience en français, pour renforcer les règles en matière de cybersécurité, comme son nom l'indique. Ou encore, il y a un texte sectoriel qui est DORA, donc qui est propre au secteur financier et bancaire, mais qui en fait vise à mettre en place des dispositifs pour que les entreprises puissent continuer leur activité en cas d'attaque numérique. Quand on vous écoute, Carole, on se dit c'est super, on avait vraiment besoin de ces textes, ça va faire avancer les choses. Mais on pense aussi au poids de toutes ces règles, ces nouvelles règles qui vont peser sur les épaules des entreprises. Est-ce que ça va pas être un peu lourd tout ça et même les pénaliser ? Moi, quand je suis face à ça, je me dis on est comme face à un millefeuille réglementaire, en fait, avec beaucoup de couches. Et je me dis, mais en fait, à la fin, est-ce que c'est pas un peu indigeste ? Oui. C'est vrai que, à mon sens, et c'est aussi ce qu'on pense au cercle de la donnée, c'est que peut-être un code en la matière, un code européen en la matière aurait quand même été beaucoup plus lisible parce qu'il aurait permis de codifier et d'avoir tous les textes déjà regroupés au même endroit. Là, c'est vrai qu'on est un petit peu au milieu du gué. En fait, certains textes ont été adoptés, d'autres sont adoptés, vont rentrer en vigueur en ce moment, d'autres vont rentrer en vigueur à horizon 2025-2026. Et c'est vrai que pour une entreprise, une organisation qui voit tous ces textes arriver, c'est assez compliqué, d'autant que même si tous les textes ne s'appliquent pas à toutes les organisations, en fait, il y a quand même un travail de veille déjà pour ne rien louper. Et puis un travail d'analyse pour savoir est-ce que je rentre ou non dans le champ d'application de ce texte. On sait en plus, on a eu l'expérience du RGPD où on se rend compte qu'un texte, on ne sait pas d'emblée comment on va l'appliquer. Il y a souvent besoin de lignes directrices et de choses comme ça. Donc c'est pas forcément évident. Et puis aussi de voir le retour sur investissement, c'est-à-dire de savoir finalement, ok, je mets tout ça en place, mais qu'est-ce que ça va m'apporter ? Merci beaucoup pour votre regard, Carole Chartier, Djelaïbia. Merci, je rappelle que vous êtes membre fondatrice du Cercle de la Donnée. Et merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech, vous nous regardez sur la chaîne Bismart for Change, vous nous suivez aussi en podcast. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires sur la tech.